Je m'appelle Zachary Sterling. J'ai 32 ans et il y a 10 jours, ma famille a essayé de m'enterrer vivant. Ils pensaient que je n'étais qu'une déception. Un homme qui jouait avec le bois pendant qu'il brassait des montagnes d'argent. Mais avant de vous raconter comment j'ai mis à genoux toute une dynastie immobilière avec une seule boîte noire, je dois vous demander quelque chose. Vous êtes-vous déjà senti invisible dans votre propre maison? Avez-vous déjà crié sans émettre un son? Si c'est le cas, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires. Je les lis tous et croyez-moi, savoir que je n'étais pas seul a été la seule chose qui m'a permis de surmonter cette épreuve. Tout a commencé un mardi, le genre de mardi qui semble lourd, comme si l'air était chargé d'électricité statique. J'étais dans mon atelier au centre-ville de Phoenix. Pour le monde extérieur, et plus particulièrement pour la famille Sterling de North Scottsdale, cet endroit n'était qu'un petit garage poussiéreux. Pour moi, c'était un sanctuaire. Je passais la main sur une planche de noyer noir. À la recherche d'imperfection. On ne peut pas tricher avec le bois. Il est honnête. S'il y a un nœud, une fissure, une faiblesse, on le voit, on le sent. Contrairement aux gens. Mon téléphone a vibré sur l'établi, contre un ciseau. C'était un texto de ma mère, Eleanor. Rentre tôt, Zach. Le gala du Nouvel An est crucial cette année. Ne nous embarrasse pas en arrivant en retard. Et s'il te plaît, habille-toi comme si tu étais des nôtres. J'ai fixé l'écran. Pas de « bonjour ». Pas de « comment vas-tu ». Juste un ordre et une insulte en une seule phrase. C'était tout Eleanor Sterling. L'efficacité avant l'affection, toujours. Depuis des années, j'étais le mouton noir, le raté. Mon frère Julian était le directeur financier de Sterling Property. Ma sœur Victoria était l'avocate principale. Et moi, j'étais le type qui avait abandonné la voie des grandes écoles pour fabriquer des meubles sur mesure. Pour eux, j'étais un ouvrier. Une erreur de col bleu dans une lignée de col blanc. Je n'aurais pas dû y aller. Chaque instinct me disait de rester à l'atelier, de finir la commande sur laquelle je travaillais et de les laisser trinquer avec leur verre en cristal sans moi. Mais il y a une maladie à vouloir que ses parents vous aiment. Ça vous rend stupide. Ça vous rend plein d'espoir. J'ai regardé le coin de mon établi. Là, enveloppé dans un tissu de protection, se trouvait mon cadeau pour mon père, Richard. C'était une cave à cigares, mais pas une simple boîte. J'y avais passé 6 mois. J'avais trouvé du cèdre espagnol provenant d'une plantation durable au Brésil. J'avais sculpté à la main le blason de la famille, un lion tenant une clé, sur le couvercle en utilisant une technique qui m'avait pris 3 semaines à perfectionner. C'était un chef-d'œuvre. C'était ma façon de dire, regarde, papa, regarde ce que je sais faire. Regarde la valeur que j'ai entre les mains. J'étais un idiot. J'ai essuyé la sueur de mes mains, attrapé la cave à cigares et suis sorti vers mon camion. C'est un Ford F-150 de 1978. Rouillé à l'extérieur, mais sous le capot, j'ai un moteur qui pourrait distancer une Porsche. Ça a toujours été mon style. La valeur à l'intérieur. Ma famille, c'est le contraire. Ce sont des peintures impeccables avec des moteurs pourris. Le trajet de mon atelier au domaine de North Scottsdale ne dure que 40 minutes, mais j'avais l'impression de voyager entre les planètes. J'ai quitté la crasse de la ville, l'odeur de l'asphalte et du travail honnête, et j'ai grimpé dans les collines. Le paysage a changé, les cactus sont devenus plus grands, les portails plus hauts, et les maisons ont commencé à ressembler moins à des foyers et plus à des forteresses. J'ai tourné dans la longue allée pavée du domaine Sterling. Le soleil se couchait, projetant de longues ombres sanglantes sur le désert. La maison se dressait devant moi, une monstruosité moderne de verre, d'acier et de pierres froides. Elle n'avait pas l'air accueillante. Elle ressemblait à un coffre-fort de banque. J'ai garé mon camion à l'arrière, près de l'entrée de service. Je savais qu'il ne fallait pas garer une Ford rouillée dans le cercle avant à côté de la Tesla de Julian et de la classe S de papa. C'était une règle non écrite. Zach reste en arrière-plan. J'ai pris une profonde inspiration, agrippant le volant. Mes jointures étaient blanches. Tiens bon jusqu'à la fin du dîner, me suis-je dit. Donne-lui le cadeau. Souris. Pars. J'ai attrapé la cave à cigares et mon sac de sport. J'avais accepté de rester quelques jours pour aider à préparer la fête. Ma mère avait renvoyé les 3 derniers coordinateurs d'événements, alors naturellement, le travail manuel incombait au fils qu'elle respectait le moins.
En me dirigeant vers la porte arrière, l'air sentait l'aménagement paysager coûteux. Le jasmin et l'argent. Je me suis arrêté. J'avais un nœud dans l'estomac, serré et froid. C'est drôle comme votre corps sent le danger avant votre cerveau. Mon cœur martelait un rythme d'avertissement contre mes côtes. J'ai ouvert la porte et suis entré dans la cuisine. C'était le chaos. Les traiteurs criaient. Des plateaux d'argenterie s'entrechoquaient. Et là, au milieu de la tempête, comme un général sur un champ de bataille, se tenait Rosa. Rosa était notre gouvernante depuis 20 ans. Elle mesurait un m50 et était terrifiante, mais c'était la seule personne dans cette maison qui m'ait jamais serré dans ses bras quand je pleurais. Zacharie, elle a laissé tomber une serviette et s'est précipitée vers moi, me prenant dans une étreinte qui sentait la lessive à la lavande et le pain frais. Regarde-toi. Tu es trop maigre. Tu manges? Je mange, Rosa. J'ai souri, le premier vrai sourire de la journée. Je travaille juste dur. Elle s'est reculée, ses yeux sombres scrutant mon visage. Elle n'avait pas l'air heureuse. Elle avait l'air inquiète. Elle a jeté un coup d'œil vers le couloir menant au salon principal. Puis de nouveau vers moi. Fais attention ce soir, a-t-elle chuchoté, sa voix baissant pour que les traiteurs n'entendent pas, l'ambiance n'est pas bonne. Ton père est sur le sentier de la guerre à propos de la fusion. Et Julian, elle s'est interrompue, secouant la tête. Quoi, Julian, ai-je demandé, mes défenses instantanément en alerte. Il se pavane comme un paon, a dit Rosa, ses lèvres s'amincissant. Baisse la tête, Mijo. Ne les laisse pas te provoquer. J'ai un cadeau pour papa, ai-je dit en soulevant la boîte emballée. Je pense que ça pourrait arranger les choses. Rosa a regardé la boîte, puis moi. Ses yeux se sont remplis d'une tristesse que je ne comprenais pas encore. Elle m'a tapoté la joue. Tu as un bon cœur, Zacharie. Trop bon pour cet endroit. Elle s'est retournée vers la cuisinière, me congédiant. Rosa savait quand s'arrêter de parler. J'ai traversé la cuisine. La chaleur des fours s'estompant alors que j'entrais dans le couloir principal. La climatisation était réglée sur un glacial 20 degrés Celsius. J'avais l'impression d'entrer dans une morgue. Le couloir était bordé de portraits. Julian diplômé de Harvard. Victoria réussissant l'examen du barreau. Papa serrant la main du gouverneur. Il n'y avait aucune photo de moi. Pas une seule. J'étais un fantôme dans ce couloir. Je devais déposer mon sac dans ma chambre avant le dîner. J'ai monté l'escalier flottant. Le bruit de mes talons de bottes claquait fort sur le marbre. Trop fort. Tout ce que je faisais ici semblait trop bruyant, trop désordonné, trop déplacé. J'ai atteint le haut des escaliers et tourné à gauche vers l'aile. Ma chambre était la dernière à droite. Ça avait été ma chambre pendant 18 ans. C'était l'endroit où j'avais construit mes premiers modèles d'avions, où j'avais dessiné mes premières esquisses de meubles. C'était le seul espace dans cette maison que je sentais comme étant le mien. J'ai tendu la main vers la poignée, m'attendant au grincement familier, mais la porte n'a pas grincé. Elle s'est ouverte en silence, et là, je me suis arrêté. Je suis resté dans l'embrasure de la porte, mon sac de sport glissant de mon épaule et tombant au sol avec un bruit sourd. Ma chambre avait disparu. Les murs, que j'avais peints d'un bleu marine chaleureux, étaient maintenant d'un blanc clinique et stérile. Mon lit avait disparu. Ma table à dessin, celle que mon grand-père m'avait donnée, avait disparu. Mes étagères, bordées des prix que j'avais gagnés en cours de technologie au lycée, avaient disparu. À leur place, il y avait des miroirs mur à mur. Un vélo d'appartement peloton se trouvait au centre de la pièce. Un rack d'haltères, un tapis de yoga. C'était une salle de sport. Mon estomac s'est noué. J'ai senti une vague de nausée. Ce n'était pas seulement qu'ils avaient changé la pièce. C'était qu'ils ne me l'avaient pas dit. J'étais venu il y a 3 mois. C'était ma chambre à ce moment-là. Ça te plaît? Je me suis retourné brusquement. Ma mère, Eleanor, se tenait au bout du couloir. Elle portait un chemisier en soie qui coûtait probablement plus cher que mon camion. Ses cheveux blonds étaient tirés en un chignon serré, lui donnant une expression permanente de surprise et de jugement. « Où sont mes affaires ?» ai-je demandé, ma voix tremblant légèrement. Je détestais trembler. J'étais un adulte. Je dirigeais une entreprise. J'inspirais le respect dans mon monde.
Mais ici, j'avais de nouveau 12 ans. Oh, ne sois pas dramatique, Zach, dit-elle en passant devant moi pour entrer dans la pièce et ajuster une serviette sur le rack. Nous avions besoin d'un espace pour les entraîneurs personnels. L'ancienne salle de sport au sous-sol était trop sombre. Celle-ci a une meilleure lumière. Ma table à dessin, ai-je dit en entrant dans la pièce. Les modèles, les croquis. Maman, où sont-ils? Elle a fait un geste de la main dédaigneux. Nous avons tout vidé la semaine dernière. Ce n'était que du bazar. Zach, des ramasses-poussières, du bazar. J'ai senti une chaleur monter dans ma poitrine. La table de grand-père, mes dessins. Nous en avons mis une partie en entrepôt, dit-elle en vérifiant son reflet dans le miroir. Mais honnêtement, la plupart étaient de la camelote. Nous avons demandé aux déménageurs de l'emporter. Le monde s'est arrêté. Les déménageurs, ai-je répété. Tu veux dire les éboueurs? Les recycleurs, Zach, s'il te plaît, arrête de surréagir. Tu n'as pas vécu ici depuis 10 ans. Tu ne peux pas t'attendre à ce que nous gardions un sanctuaire à tes passe-temps d'adolescent pour toujours. Passe-temps. C'est ce qu'était ma vie pour elle. Un passe-temps. J'ai regardé le vélo peloton, assis exactement là où se trouvait mon lit. J'ai alors réalisé qu'il ne voulait pas seulement l'espace. Il voulait m'effacer. Si je n'avais pas de chambre, je n'avais pas d'endroit où rester. Si je n'avais pas mes affaires, je n'avais pas d'histoire. Tu aurais dû m'appeler, ai-je dit, la voix basse. Je serais venu les chercher. Nous sommes occupés, Zach, a-t-elle lancé en se tournant vers moi. Ses yeux étaient de glace. Nous dirigeons un empire. Nous n'avons pas le temps de coordonner une récupération de vieux jouets en bois. Maintenant, va te laver. Tu as de la sueur dans les cheveux et tu en mets sur le tapis. Le dîner est dans 20 minutes. Et Zach, j'ai levé les yeux. Essaie de ne pas parler de tes clients ce soir. Nous avons les investisseurs japonais qui viennent demain, et je ne veux pas que la maison sente la scierie. Elle est sortie, ses talons claquant rythmiquement dans le couloir. Je suis resté seul dans la salle de sport qui avait été ma vie. Je me suis regardé dans le mur de miroir. J'ai vu un homme en chemise de flanelle et bottes de travail, debout dans une boîte de verre, l'air perdu. Mais au fond, sous la blessure, quelque chose s'est allumé. Une petite braise de colère. Pas la colère capricieuse d'un enfant, mais la colère froide et dure d'un homme qui a été poussé trop loin. Ils ont jeté mon passé. Très bien. J'ai ramassé mon sac de sport. Je ne me suis pas lavé. Je n'ai pas changé de chemise. J'ai attrapé le cadeau pour mon père. La cave à cigares qui me semblait soudainement très lourde dans mes mains. Et je suis sorti de la pièce. Je ne le savais pas encore, mais cette braise était sur le point de se transformer en un incendie de forêt. Je suis descendu, le poids de la cave à cigares agissant comme une ancre, m'empêchant de sombrer dans une crise de panique. Je devais voir mon père. Il ne savait sûrement pas maman était cruelle, oui, mais papa. Papa respectait l'artisanat. Il le devait. Il construisait des bâtiments. Il comprenait la structure. Ou du moins, c'est le mensonge que je me racontais depuis 3 décennies. Je me suis dirigé vers la terrasse. Je pouvais entendre des voix venant de la piscine, la célèbre piscine à débordement Sterling surplombant les lumières de la vallée. C'était le décor de 1000 photos Instagram, principalement de ma sœur Victoria. Je suis sorti dans le crépuscule. L'air se rafraîchissait, vif comme le désert. Assis près du brasero se trouvaient Julien et Victoria. On aurait dit qu'ils sortaient d'un magazine. Julien portait un pull en cachemire bleu marine et un pantalon blanc, tenant un verre de scotch. Victoria était dans une robe en soie crème, tapant furieusement sur son téléphone. Tiens, regarde qui a décidé de nous honorer de sa présence, a traîné Julien, sans se lever. Il a fait tourner son verre. Le charpentier est arrivé. Bonjour, Julien, ai-je dit, en gardant ma voix stable. Victoria. Victoria a levé les yeux, a scanné ma tenue jean, bottes, flanelle et a plissé le nez. As-tu garé ce camion dans l'allée, Zach? J'ai un client qui doit passer plus tard pour déposer des contrats. Je ne veux pas qu'il pense que les jardiniers sont en grève. Il est à l'arrière, ai-je dit. Ravi de te voir aussi, Vic. C'est Victoria, a-t-elle corrigé sèchement. Et sérieusement, Zach, tu sens le vernis.
Ça me donne mal à la tête. Maman a transformé ma chambre en salle de sport, ai-je lâché. Je n'avais pas l'intention de le dire, mais la blessure était encore vive. Julien a ri. Un rire court et sec. Oh, c'est vrai. Le sanctuaire aux copeaux de bois. Ouais, c'est moi qui lui ai dit de le faire. J'avais besoin d'un endroit pour mon entraîneur personnel quand je reste ici. Mes deltoïdes ne vont pas s'entretenir tout seuls, n'est-ce pas? Il a pris une gorgée de scotch, me souriant par-dessus le bord de son verre. D'ailleurs, frérot, ces petits modèles d'avion étaient tristes. Tu as 32 ans. Il est temps de grandir. Je les ai construits avec grand-père, ai-je dit, sentant mes mains se serrer en poing. Ce n'étaient pas juste des modèles. Grand-père était un vieil homme sénile qui aimait tailler du bois, a ricané Julien. Il n'a pas bâti cette entreprise. C'est papa qui l'a fait, et moi, je la fais passer au niveau supérieur. En parlant de ça, il a posé son verre et s'est levé, marchant vers moi. Il était plus grand que moi de 5 centimètres, mais plus mou. Tout chez lui était mou, ses mains, sa vie, sa morale. Nous avons une proposition pour toi ce soir, Zach, a dit Julien, sa voix baissant jusqu'à un murmure conspirateur. Une façon pour toi de finalement contribuer. Une façon pour toi d'être utile. Je n'ai pas besoin de ta charité, Julien. Ai-je dit. Ce n'est pas de la charité, a-t-il souri narquoisement. C'est un travail, un vrai. Bureau, salaire, assurance maladie. Fini d'inhaler de la sueur et de supplier les gens d'acheter des tables basses hors de prix. Je ne supplie personne, ai-je dit, ma voix se durcissant. Et j'ai une liste d'attente de clients. Bien sûr que oui, est intervenue Victoria, sans lever les yeux de son téléphone. C'est pour ça que tu conduis un camion plus vieux que moi. Attends juste le dîner, Julien m'a tapoté l'épaule. C'était condescendant, lourd. Papa a tout préparé. Tu vas nous remercier, Zach. Nous allons te sauver de toi-même. Il est retourné à sa place, reprenant son scotch. Maintenant, va te laver. On dirait que tu sors de sous un Porsche. Je suis resté là un moment, à les regarder. Mes frères et sœurs. Nous partagions le même ADN, avions grandi dans la même maison, mais nous étions d'espèces différentes. Ils étaient des requins, constamment en mouvement, constamment en train de manger. J'étais. Je ne savais pas ce que j'étais pour eux. Du plancton. Je me suis retourné et suis rentré à l'intérieur. Mon sang bouillait. Me sauver de moi-même. Qu'est-ce que ça voulait même dire? Je devais trouver papa. Il était le seul à raisonner logiquement. Je me suis dirigé vers son bureau. Les lourdes portes en acajou étaient fermées. C'était le Saint des Saints, la salle de guerre. On m'avait interdit cette pièce quand j'étais enfant parce que je gigotais trop. J'ai levé la main pour frapper, mais j'ai alors entendu des voix fortes. Ça doit être fait ce soir, Richard. C'était l'avocat, Arthur Blackwood, le requin de la famille. Je sais, Arthur. Je sais. C'était mon père. Il avait l'air fatigué. Ou peut-être juste agacé. Si nous ne déplaçons pas les actifs avant la clôture de l'exercice fiscal, l'audit nous tuera. Nous avons besoin d'un bouc émissaire, et nous en avons besoin maintenant. Je me suis figé. Ma main planait à quelques centimètres du bois. C'est mon fils, Arthur, a dit papa. Pendant une seconde, juste une fraction de seconde, mon cœur a bondi. Il me défendait. Il me protégeait. C'est un passif, Richard, a argumenté Blackwood. Et franchement, il est sacrifiable. Julien est l'avenir. Victoria est l'esprit juridique. Zachary. Zachary est une déduction fiscale en attente. Utilise-le. J'ai collé mon oreille contre la fente de la porte. Je savais que je ne devais pas. Je savais que c'était le moment dans les films d'horreur où l'on crie à l'écran, n'entre pas là-dedans, mais je ne pouvais pas bouger. Quel est le chiffre, a demandé papa. Sa voix avait changé. L'hésitation avait disparu. C'était purement des affaires maintenant. 28 millions, a dit Blackwood. Nous transférons la dette de la société écran à une nouvelle entité. Nous nommons Zachary comme propriétaire unique de cette entité. Il déclare faillite. La dette disparaît. Nous gardons les actifs propres dans le trust des Caïmans. Et Zach, a demandé papa.
Qu'est-ce qui lui arrive? Son crédit est ruiné pour 7 ans, a dit Blackwood calmement. Il ne peut pas obtenir de prêt. Ne peut pas acheter de maison. Mais soyons honnêtes, Richard. Allait-il un jour construire un empire? Il fabrique des chaises. Nous lui donnons un salaire, 75 000 par an, pour qu'il se taise. Nous lui disons que c'est un poste marketing. Il signe les papiers en pensant qu'il obtient une promotion. Le temps qu'il réalise qu'il possède une entreprise toxique, le délai de prescription pour le transfert frauduleux sera à mi-parcours. Il y eut un silence. Un long silence qui s'étirait comme un nœud coulant se resserrant autour de mon cou. Dis non, papa. Dis non. Il signera, a dit mon père. Il est désespéré d'obtenir mon approbation. Je lui dirai que je suis fier de lui. Je lui dirai que je le veux à mes côtés. Il signera tout ce que je lui mettrai sous le nez si je souris en le faisant. J'ai arrêté de respirer. La cave à cigares dans mes mains me semblait peser une tonne. Il est désespéré d'obtenir mon approbation. C'était la vérité. La vérité nue et laide. Ils le savaient. Ils avaient instrumentalisé mon amour pour eux. Ils n'allaient pas simplement me déshériter. J'aurais pu supporter ça. Je ne voulais pas de leur argent. Mais ça. C'était prédateur. Ils allaient me faire accuser. Ils allaient détruire mon nom, mon crédit, mon avenir, juste pour sauver leur propre peau. Ils allaient me refiler 28 millions de dollars de dette pour que Julian puisse garder son bonus et papa son yacht. J'ai senti une larme couler sur ma joue. Juste une. Elle était chaude et pleine de colère. Bien, a dit Blackwood. J'ai les papiers prêts. On le fait après le dîner. Le toast à l'unité familiale. D'accord, a dit papa. Finissons-en. Je veux profiter de la fête demain sans avoir ça sur la conscience. Je me suis reculé de la porte. Mes jambes étaient engourdies. J'ai baissé les yeux sur la boîte dans mes mains, le cèdre espagnol, le lion sculpté à la main, les mois de travail. C'est un raté, avait dit papa plus tôt, tout comme son entreprise. Je me suis retourné. Je ne suis pas entré dans le bureau. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas fait irruption pour exiger une explication. Parce qu'à ce moment-là, Zachary Sterling, le fils qui voulait plaire à son papa, est mort et quelqu'un d'autre est né. J'ai descendu le couloir, passant devant la cuisine où Rosa fredonnait. Je suis sorti par la porte arrière dans l'air frais de la nuit. Je me suis dirigé vers les grandes poubelles industrielles près du garage. J'ai regardé la cave à cigares une dernière fois. Elle était magnifique. Elle était parfaite. Je l'ai jetée dans la benne. Elle a atterri avec un bruit sourd sur un sac poubelle. Approprié. Je suis monté dans mon camion. Je n'ai pas allumé les phares immédiatement. Je suis resté assis dans le noir, agrippant le volant jusqu'à ce que mes gants de cuir grincent. Il voulait un bouc émissaire. Il voulait quelqu'un pour sortir les poubelles. D'accord, papa, ai-je murmuré à l'habitacle vide. Tu veux jouer à des jeux? Jouons. J'ai démarré le moteur. Le V8 a rugi, un grognement profond et guttural qui ressemblait à une bête qui se réveille. Je n'allais pas au dîner. Je n'allais pas me laver. J'ai reculé dans l'allée, les pneus crissant sur le gravier. Je suis passé devant la maison où la lumière chaude et dorée se déversait des fenêtres, cachant la pourriture à l'intérieur. J'avais 10 jours jusqu'au réveillon du Nouvel An. 10 jours pour me préparer. Il pensait que j'étais un charpentier. Il pensait que j'étais un homme simple qui jouait avec le bois. Il n'avait aucune idée de qui j'étais vraiment. Et au moment où la boule tomberait le soir du Nouvel An, ils allaient souhaiter avoir incendié toute la maison au lieu de juste ma chambre. J'ai conduit vite. Le compteur de vitesse de mon camion a dépassé les 130 km/h alors que je dévalais les routes sinueuses de Scottsdale. Mon esprit allait plus vite que le moteur. 28 millions de dollars. Dette toxique. Faillite. Il n'était pas seulement indifférent à moi. Il me cannibalisait activement. Je devais réfléchir. J'avais besoin d'un plan. Mais d'abord, je devais tout vérifier. Je ne pouvais pas me fier à ce que j'avais entendu à travers une porte. J'avais besoin de preuves. Des preuves solides, indéniables. J'ai sorti mon téléphone et appelé Marcus. Marcus n'était pas seulement mon meilleur ami. Il était le directeur des opérations de mon entreprise. Zach.
Marcus a répondu à la première sonnerie. Je pensais que tu étais dans la fosse aux lions. Tout va bien? Non, ai-je dit, ma voix sonnant calme, d'un calme troublant, même pour moi. Ils essaient de me piéger, Marcus. Papa et Julian, ils veulent transférer 28 millions de dettes douteuses à mon nom pour nettoyer leur livre avant l'audit. Ouah, la voix de Marcus s'est aiguisée. Ralentis. Te piéger comment? Ils vont m'offrir un emploi, un faux poste. Le contrat de travail aura probablement des clauses faisant de moi la partie responsable d'une société écran. Blackwood est en train de le rédiger. Ça. C'est de la fraude fédérale, Zach, a dit Marcus. C'est la prison. Seulement s'ils se font prendre, ai-je dit en m'engageant sur l'autoroute. Ou si le pigeon est assez stupide pour signer. Il pense que je suis le pigeon. Où vas-tu? J'arrive à l'entrepôt, ai-je dit. Appelle Elena. Dis-lui de nous y retrouver. Dis-lui d'apporter son kit de comptabilité légale. Nous avons du travail. Compris, a dit Marcus. Zach, conduis prudemment. On dirait que tu es sur le point de tuer quelqu'un. Pas tuer, ai-je dit, fixant la route devant moi. Expulsé. J'ai raccroché. Mon petit garage poussiéreux à Phoenix était une couverture. Enfin, pas une couverture. C'était là que je faisais mon travail personnel. Mais la véritable opération se trouvait à 15 km au sud, dans un parc industriel près de l'aéroport. Sterling & Company. Ma famille pensait que je vendais des tables basses sur Etsy. Ils ne savaient pas que Sterling & Company était le principal fournisseur pour les intérieurs de 3 grandes chaînes hôtelières, 2 sièges sociaux de sociétés technologiques dans la Silicon Valley, oui, un fournisseur pour Sterling Property. C'était l'ironie qui a failli me faire rire en entrant dans le parking clôturé de mon installation de 2000 mètres carrés. L'entreprise de mon père achetait mes meubles. Il ne savait simplement pas qu'ils étaient de moi. J'utilisais un courtier. J'utilisais un nom de SARL générique. Je gardais mon nom hors de tout ce qui était visible. Pourquoi? Parce que je voulais réussir par moi-même. Je ne voulais pas de leur influence. Et maintenant, ce secret était ma plus grande arme. J'ai garé le camion et suis entré dans le bureau. Les lumières étaient allumées. Marcus était là, faisant les 100 pas. Elena était assise à la table de conférence, son ordinateur portable ouvert, l'air féroce. Elena était mon avocate d'entreprise, aussi tranchante qu'une lame et terrifiante dans une salle d'audience. Raconte-moi tout, a dit Elena sans préambule. Je me suis assis et j'ai raconté chaque mot que j'avais entendu dans le bureau. Le chiffre, 28 millions, le lieu, le trust des Caïmans. La méthode, une offre d'emploi avec des clauses de responsabilité cachées. Elena tapait furieusement. Ça correspond, a-t-elle murmuré. Je suis sur la trace de certaines irrégularités dans leurs déclarations publiques. Ils sont surendettés. S'ils ne se débarrassent pas de cette dette avant la fin de l'année fiscale, soit le 31 décembre, ils déclenchent un rappel sur leurs principaux prêts à la construction. Ils seraient insolvables. Donc, ils ont besoin d'une poubelle, ai-je dit. Et je suis la poubelle. Exactement, a dit Elena. Elle a levé les yeux, ses yeux brillants. Mais voilà le truc, Zach. S'ils sont aussi désespérés, ils sont négligents. Blackwood est arrogant. Il pense que tu es un idiot, donc il ne cachera pas assez bien la piste papier. Pouvons-nous le prouver, ai-je demandé. Nous pouvons faire mieux que le prouver, a dit Marcus en s'approchant avec une pile de dossiers. Zach, tu te souviens du contrat du projet Horizon sur lequel nous avons soumissionné le mois dernier? La fourniture de meubles pour le nouveau Sterling Resort à Cabo? Oui, nous ne l'avons pas encore eu, ai-je dit. Si, a souri Marcus sombrement. Le courtier a envoyé les papiers ce matin. Mais regarde la banque de financement. Il a fait glisser un papier sur la table. J'ai regardé le logo de la banque. First Merchant of Arizona. C'est la banque qui détient la mauvaise dette de la famille Sterling, a dit Elena. Et devinez qui vient d'acheter une participation majoritaire dans la division des actifs en difficulté de First Merchant? Je l'ai regardé. Je ne le savais pas, nous, a souri Elena. Ou plutôt, Orion Holdings. C'est-à-dire, toi. Ma tête tournait. Attends, je détiens leur dette? Tu détiens une partie de la banque qui détient leur dette, a corrigé Elena. Techniquement,
s'ils font défaut ou s'ils essaient de commettre une fraude pour échapper à la dette, tu as le droit d'accélérer le prêt. Tu peux le réclamer, en totalité. Immédiatement. Je me suis adossé à ma chaise. La prise de conscience m'a frappé comme un coup physique. Mon père essayait de me faire porter le chapeau pour une dette que je supervisais en fait. Si je signe ces papiers, dis-je lentement, je deviens responsable de la dette que j'ai aussi le pouvoir de recouvrer. Non, a dit Elena. Si tu signes, tu es foutu parce que tu acceptes la responsabilité. Mais si tu ne signes pas et qu'à la place, tu présentes la preuve de leur tentative de fraude au comité d'audit de la banque, c'est-à-dire, toi je peux saisir leurs biens, ai-je terminé. Je peux prendre la maison, l'entreprise, tout. Bingo, a dit Marcus. Un silence est tombé sur la pièce. Le bourdonnement du rack de serveur dans le coin semblait devenir plus fort. Ils veulent me faire un cadeau le soir du Nouvel An, ai-je dit doucement. Une offre d'emploi, une pilule empoisonnée. Je me suis levé et j'ai marché vers la fenêtre, regardant le sol sombre de l'entrepôt où mon équipe, ma vraie famille, construisait de belles choses. Je vais aussi leur faire un cadeau, ai-je dit. Que as-tu en tête, a demandé Marcus. Je me suis retourné vers eux. Nous devons rassembler chaque email, chaque virement bancaire, chaque enregistrement du stratagème des Caïmans. Nous avons besoin de la preuve légale du détournement de fonds. Je peux obtenir ça, a dit Elena. J'ai un contact dans le cabinet de Blackwood qui le déteste. Une assistante juridique sous-payée depuis 10 ans. Pour 50 000, elle nous donnera les journaux du serveur. Paye-la 100 000, ai-je dit. Et ensuite, a demandé Marcus. Ensuite, je construis une boîte, ai-je dit. Une boîte en noyer noir. Nous mettons les preuves à l'intérieur. Nous mettons l'avis de saisie à l'intérieur. Et nous la leur livrons à la fête. Juste au moment où Julien pense qu'il a gagné. C'est théâtral, a noté Elena en haussant un sourcil. J'aime ça. Ils aiment les spectacles, ai-je dit. Ils aiment les grands effets. Je vais leur donner le spectacle de leur vie. Une chose, a dit Marcus. Tu dois répondre à ton téléphone. Ta mère t'a appelé 12 fois. J'ai regardé mon téléphone. 12 appels manqués de mère. 4 de papa. Il se demande où est la victime, ai-je dit. J'ai pris le téléphone. Je n'ai pas rappelé. J'ai envoyé un texto. Désolé. Je me sentais mal. Je suis rentré me reposer. Je serai de retour pour la fête le 31. Je promets d'être prêt à discuter de l'avenir à ce moment-là. J'ai appuyé sur envoyer. Voilà, ai-je dit. Maintenant, ils pensent que je suis juste faible et malade. Ils vont se détendre. Ils vont penser que leur plan est sûr. Tu joues à un jeu dangereux, Zach, a prévenu Marcus. Je ne joue pas, Marcus, ai-je dit en me dirigeant vers la porte de l'atelier. Je travaille. Et j'ai une boîte à construire. J'ai passé l'heure suivante à me promener dans mon entrepôt. J'ai touché les machines. J'ai senti la sueur. C'était à moi. J'ai construit ça, pas avec l'argent de l'héritage, pas avec la fraude, mais avec la sueur, avec le sang. Mon père qualifiait mon entreprise d'échec. Il me qualifiait d'échec. Je me suis arrêté devant une pile de bois d'ébène brut. Il était noir, dense et incroyablement difficile à travailler. Mais si on le polissait correctement, il brillait comme un miroir. Je vais les enterrer, ai-je murmuré dans l'obscurité. Et je vais le faire avec un sourire. Les 8 jours suivants furent un tourbillon de précision calculée. Pendant que ma famille me croyait couché dans mon appartement, soignant une grippe et un ego meurtri, j'orchestrais leur chute. J'ai emménagé dans l'entrepôt. Je dormais sur le canapé en cuir de mon bureau. Je mangeais des plats à emporter avec Marcus et Elena à 3 heures du matin. Nous étions un conseil de guerre. Elena a obtenu les preuves. L'assistante juridique a été formidable. Nous avions des emails de Julien à Blackwood avec des sujets comme « Cacher l'actif » et « Responsabilité de Z ». Nous avions le projet de contrat frauduleux. Nous avions les bordereaux de virements bancaires acheminant l'argent propre vers les îles Caïmans. C'était accablant. Ce n'était pas seulement contraire à l'éthique. C'était criminel. Du genre prison fédérale. Mais la pièce maîtresse de mon plan n'était pas la paperasse. C'était la méthode de livraison. Je suis allé à mon établi privé au fond de l'atelier.
J'ai choisi le bois, du bois noir africain, l'un des bois les plus chers et les plus durs au monde. Il est sombre, lourd et sinistre. J'ai passé 4 jours à fabriquer la boîte. J'ai coupé les queues d'aronde à la main. Chaque joint était parfait, serré, incassable. J'ai poncé le bois jusqu'à ce qu'il ressemble à de la soie noire. Je n'ai pas utilisé de teinture. J'ai utilisé une finition à l'huile naturelle qui faisait ressortir la couleur abyssale profonde du grain. Pour le couvercle, j'ai décidé d'être mesquin. J'ai incrusté le blason de la famille, le lion et la clé, mais je l'ai fait en argent que j'avais oxydé jusqu'à ce qu'il ait l'air terni. Un héritage terni. À l'intérieur, je l'ai doublé de velours rouge sang. Quand j'ai eu fini, elle reposait sur mon établi comme un monolithe. Elle était lourde. Elle ressemblait à un cercueil pour un petit animal. Ou un cercueil pour une relation. C'est terrifiant, a dit Marcus en la regardant. Beau mais terrifiant. C'est le but, ai-je dit. Nous avons organisé le contenu. Couche 1, le cadeau, une simple clé USB contenant la présentation vidéo que j'avais montée. Couche 2, la preuve, un classeur relié en cuir avec les emails, les virements bancaires et la confirmation de soumission de dénonciation à l'IRS. Couche 3, le coup de grâce, l'avis de saisie du domaine Sterling et du siège social de Sterling, signé par Orion Holdings. J'ai aussi ajouté un téléphone jetable, un simple smartphone noir, entièrement chargé, volume au maximum. J'y ai collé une note, réponds-moi. Le matin du 31 décembre, j'étais prêt. Mon téléphone a vibré. Un texto de Julien. Papa t'attend à 22 heures. Ne sois pas en retard. Grande annonce à minuit. Porte un smoking. Essaie d'avoir l'air de pouvoir te le permettre. J'ai ri. Un son froid et sec. Je porte un smoking, ai-je dit à Marcus. Mais je ne serai pas là. Tu n'y seras pas, a demandé Marcus. Non, ai-je dit. Si je suis là, ils feront une scène. Ils essaieront de me manipuler en personne. Je veux les observer à distance. Je veux qu'ils se sentent en sécurité jusqu'à ce que le piège se referme. J'avais loué une villa à Sedona pour la nuit. Juste moi, Marcus, Elena, Sarah, mon amie d'université, et quelques autres de mon cercle intime. Nous avons installé un centre de commandement dans le salon. Grands écrans. Champagne. Comment on regarde, a demandé Sarah. J'ai piraté le flux de sécurité, ai-je dit en tapotant sur mon ordinateur portable. J'avais installé le système de sécurité chez mes parents il y a 5 ans, pour leur rendre service. Ils n'ont jamais changé les codes d'administrateurs principaux. Pourquoi l'auraient-ils fait? Ils me croyaient trop stupide pour m'en souvenir. Sur l'écran, nous pouvions voir le salon des Sterling. Il était déjà en préparation. Des fleurs partout. Des sculptures de glace. Le coursier est réservé pour 23h30 précises, a confirmé Marcus. Il a des instructions strictes. Remise en main propre au centre de la pièce. Parfait, ai-je dit. J'ai regardé l'écran. J'ai vu ma mère se promener, criant après un serveur. J'ai vu mon père rire avec un partenaire d'affaires, mentant probablement sur sa liquidité. J'ai vu Julien vérifier son reflet dans une cuillère. Ils avaient l'air si confiants, si intouchables. J'ai ressenti une pointe de tristesse, le fantôme du petit garçon qui voulait juste construire des modèles d'avions avec son père. Ça va? Elena a posé une main sur mon bras. Ouais, ai-je dit en m'éclaircissant la gorge. Je dis juste au revoir. À qui? À l'espoir qu'il change un jour, ai-je dit. J'ai pris la télécommande et j'ai basculé sur la caméra de la salle de bal. Que la fête commence. Le gala du Nouvel An des Sterling était l'événement social de la saison. Sénateurs, magnats de la technologie, nababs de l'immobilier. Ils étaient tous là, buvant du Don Julio 1942 et mangeant du caviar sur des blinis. J'étais assis à Sedona, à 150 km de là, regardant tout ça en résolution 4K sur un écran géant. Mes amis étaient derrière moi, silencieux, tenant leur verre. L'atmosphère dans notre villa était tendue. À l'écran, la fête battait son plein. L'orchestre jouait du jazz. À 23h15, mon téléphone a vibré. Papa. Je n'ai pas répondu. Puis, maman. Puis Julien. Où diable es-tu? Papa est furieux. J'ai tapé en retour.
Presque là. Commencez sans moi. Un mensonge. À 23h25, papa est monté sur scène. Il a tapoté le microphone. La salle s'est tue. Amis, famille, estimés collègues, a tonné papa. Il avait l'air royal dans son smoking. Ce soir est une nuit de nouveau départ. Nous clôturons l'année la plus réussie de l'histoire de Sterling. Applaudissements. J'ai reniflé. Menteur, ai-je murmuré. Et ce soir, a poursuivi papa, à minuit, nous ferons une annonce spéciale concernant la future direction de cette famille, une transition vers la prochaine génération. Il a regardé autour de lui, me cherchant dans la foule. Il a légèrement froncé les sourcils en ne me voyant pas. Il avait besoin que je sois là pour signer les papiers publiquement, pour me piéger devant des témoins. Mais d'abord, a dit papa, se reprenant, buvons. À 23h30 exactement, les portes d'entrée se sont ouvertes. La foule s'est écartée. Un coursier est entré. Ce n'était pas un livreur normal. J'avais engagé un coursier de sécurité haut de gamme. Il portait un costume sombre. Il tenait la boîte en bois noir africain dans ses mains gantées. Il a marché droit au centre de la pièce, vers la table basse en marbre devant la scène où se tenait ma famille. Il a posé la boîte doucement. Livraison pour Monsieur Richard et Julian Sterling, a dit clairement le coursier. De la part de Zachary. Il s'est incliné et est sorti. La salle a murmuré. Un cadeau du fils disparu. Ma mère s'est avancée. Elle avait l'air agacée. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi a-t-il envoyé une boîte? Il ne vient pas? Ouvre-la, Julian, a dit papa, la voix tendue. Finissons en. Julian s'est avancé. Il a souri narquoisement à la foule. Eh bien, mon frère a le sens du spectacle. Probablement une autre de ces babioles en bois. Rire des sycophantes dans la salle. Julian a défait le loquet en argent. Clic, il a ouvert le lourd couvercle. La caméra a zoomé. J'avais basculé sur la caméra que j'avais installée dans le lustre pour cet angle précis. Julian a regardé à l'intérieur. Son sourire narquois a disparu. Il a vu le téléphone jetable, le classeur et la clé USB étiquetée « Lisez-moi ». Qu'est-ce que c'est, a murmuré Julian. Il a pris la note sur le classeur. Lisez-moi. Il a ouvert le classeur. J'ai vu la couleur quitter son visage en temps réel. C'était magnifique. Il est passé de rougeau à cause de l'alcool à pâle comme un linge en 3 secondes. Julian, a demandé papa. Qu'est-ce que c'est? Julian n'a pas répondu. Il fixait la page avec les relevés de virements bancaires. Les illégaux. Joue la vidéo, a dit maman avec impatience. C'est peut-être une vidéo hommage. Des excuses. Julian, dans un état second, a fait la chose la plus stupide qu'il aurait pu faire. Il a pris la clé USB. Il a regardé l'écran de projection géant derrière la scène, qui affichait actuellement un compte à rebours. Il a remis la clé USB au technicien audiovisuel qui se tenait à proximité. Joue là, a-t-il balbutié. Il pensait que c'était une supplique. Il pensait que c'était moi qui implorais le pardon. Le technicien l'a branché. Le compte à rebours a disparu. L'écran est devenu noir pendant une seconde. Puis un texte blanc et net est apparu sur le fond noir. Sterling Property. La vérité. La salle est devenue silencieuse. Puis des documents ont commencé à défiler à l'écran. Document 1, l'email de Julian à Blackwood. Assure-toi que Zach porte le chapeau pour la dette de 28 millions. Il est trop stupide pour lire les petits caractères. Des halètements dans la foule. Document 2, le grand livre de la Banque des îles Caïmans montrant 28 millions de dollars transférés de Sterling Construction à Blue Heron Trust. Document 3, la signature de mon père sur la demande de prêt frauduleuse. Mon père a laissé tomber son verre. Il s'est brisé. Crash. Le son était assourdissant dans le silence. Éteignez ça, a crié papa. Éteignez ça maintenant. Mais j'avais verrouillé le fichier. Il ne pouvait pas être mis en pause. L'écran a de nouveau changé. Une vidéo de moi est apparue. J'étais assis dans mon fauteuil en cuir dans mon bureau, en costume. J'avais l'air puissant. Bonjour, papa. Bonjour, Julian, a dit le Zach de la vidéo. Sa voix a retenti dans les haut-parleurs.
Vous vouliez que je fasse partie de l'entreprise. J'ai accepté. Je suis maintenant l'actionnaire majoritaire d'Orion Holdings. L'écran a affiché le document de saisie. Ce qui signifie, a continué le ZAC de la vidéo, que je détiens votre dette. Et comme j'ai trouvé des preuves de fraude, je réclame le prêt, avec effet immédiat. Sur l'écran, les mots sont apparus, avis d'expulsion en attente. Oh mon Dieu, a crié ma sœur Victoria. C'était un cri aigu et perçant. On est foutu. Oh mon Dieu. Elle a regardé les invités. C'est un mensonge. C'est un deepfake. Mais les invités n'étaient pas stupides. C'étaient des gens d'affaires. Ils ont vu les tampons de la banque. Ils ont vu les en-têtes des emails. Les gens ont commencé à reculer. Le sénateur s'est retourné et est sorti par la porte arrière. Les investisseurs ont posé leur verre et sorti leur téléphone. Julien est tombé à genoux. Il griffait le classeur, essayant de le fermer comme si cela pouvait arrêter la vérité. Ma mère s'est évanouie. Elle s'est vraiment évanouie. Elle s'est affaissée contre un pilier et a glissé en un tas de soie. Papa est resté figé. Il fixait l'écran, mon visage le regardant de haut. Bonne année, a dit le ZAC de la vidéo. J'espère que vous avez apprécié le cadeau. L'écran est devenu noir. Le chaos a éclaté. L'écran est devenu noir. La projection de mon visage a disparu, plongeant la salle de bal dans la lueur ambiante des lustres en cristal. Pendant 3 secondes, il y a eu un silence absolu. Pas le calme d'une bibliothèque, mais le vide d'un site de bombardement immédiatement après la détonation. C'était un silence si lourd qu'on pouvait le sentir pressé contre les tympans. Puis le son est revenu, mais ce n'était pas des applaudissements. C'était le son d'un empire qui se brise. Sur le moniteur de 100 pouces de ma location à Sedona, j'ai regardé le chaos se dérouler en définition 4K. C'était comme regarder une colonie de fourmis après que quelqu'un a versé de l'essence sur la colline. Oh mon Dieu, la voix d'une femme a percé l'air. C'était Madame Van der Hoeven, la présidente du conseil d'administration de l'œuvre de charité que ma mère passait sa vie à essayer d'impressionner. Elle ne regardait pas ma mère avec inquiétude. Elle la regardait avec une fascination dégoûtée, de la manière dont on regarde un animal écrasé sur la route. Elle a attrapé le bras de son mari. Nous partons maintenant. Ne croise le regard de personne. Ce fut le déclencheur. La salle explosa en mouvement. 80 des personnes les plus puissantes de l'Arizona, sénateurs, investisseurs, promoteurs, ont simultanément décidé qu'ils ne voulaient pas être assignés comme témoins. Le bruit des chaussures en cuir chair traînant sur le marbre, le cliquetis des verres posés à la hâte, le murmure de « fraude »,« prison » et « faillite » a rempli l'air comme une fumée toxique. Monsieur Yamamoto, l'investisseur japonais que mon père courtisait depuis 2 ans, l'homme dont l'argent était censé sauver l'entreprise, s'est levé lentement. Il est passé devant mon père sans un mot. Il ne l'a même pas regardé. Il a regardé la boîte noire vide sur la table, a fait un léger signe de tête respectueux à l'artisanat, et est sorti par la porte d'entrée. Ce signe de tête était pour moi. J'ai senti un frisson me parcourir l'échine. Il savait. Au centre de la pièce, la famille Sterling se tenait figée sous les projecteurs de l'humiliation. Ma mère, Eleanor, s'était effondrée sur un pouf en velours, cherchant son souffle, agrippant son collier de diamants comme s'il l'étouffait. Son masque soigneusement construit de matriarche parfaite s'était effondré, laissant une femme vieillissante et terrifiée. Victoria était frénétique. Elle tournait en rond, essayant d'attraper les bras des invités qui passaient. C'est un piratage. C'est de l'IA. S'il vous plaît, attendez. Nous pouvons expliquer. Mais il reculait à son contact. Elle était avocate. Elle savait exactement ce que signifiaient ces documents à l'écran. La radiation du barreau était le cadet de ses soucis. Elle faisait face à une mise en examen fédérale. Et Julien, mon frère arrogant, le Golden Boy. Il était à genoux. Il griffait physiquement le classeur sur la table, essayant de remettre les papiers à l'intérieur, comme si cacher les preuves physiques effacerait la vérité numérique des serveurs de l'IRS. Il ressemblait à un enfant essayant de réparer un vase cassé. Puis il y avait papa, Richard Sterling, le lion. Il se tenait seul. Son visage n'était pas pâle. Il était d'un violet marbré profond. Les veines de son cou étaient si gonflées que je pensais qu'elles pourraient éclater. Il fixait l'écran vide où mon visage avait été, ses mains se crispant en poing,
tremblant d'une rage impuissante pour la première fois de sa vie. Dans le silence des invités en fuite, un son a traversé la pièce. Dring, dring. Le téléphone jetable à l'intérieur de la boîte en noyer noir s'est mis à hurler. Je me suis penché en avant sur le canapé à Sedona. Mon cœur battait la chamade, non pas de peur, mais de l'adrénaline d'un chasseur fermant le piège. Marcus, Elena et Sarah se tenaient derrière moi, retenant leur souffle. Décroche, ai-je murmuré à l'écran. Sur le moniteur, Julien a sursauté. Il a regardé le téléphone comme si c'était une bombe. Dring. Réponds, a rugi papa. Réponds à ce fichu téléphone. La main de Julien tremblait violemment alors qu'il se penchait dans la boîte doublée de velours. Il a appuyé sur le bouton vert et, par pure habitude terrifiée, a activé l'icône du haut-parleur. Zach. La voix de Julien s'est brisée. Elle était aiguë, mince et pathétique. Zach, tu es là. Je me suis penché vers le microphone de mon bureau. J'ai gardé ma voix basse, calme et terriblement stable. Bonjour, Julien, ai-je dit. Tu as apprécié la présentation? J'ai trouvé que le choix de la police sur l'avis de saisie était particulièrement net. Toi, balbutia Julien, regardant autour de lui la pièce vide. Tu ne peux pas faire ça. C'est de la folie. Tu nous as piratés. Je n'ai rien piraté, les jeux corrigés. Je vous ai audité. Il y a une différence. L'un est illégal. L'autre est une diligence raisonnable. Et en tant que nouveau propriétaire de votre dette, je prends la diligence raisonnable très au sérieux. Donne-moi ça. Papa a arraché le téléphone des mains de Julien. Il l'a tenu à sa bouche, criant si fort que le microphone a saturé, envoyant une rafale de parasites à travers mes haut-parleurs à Sedona. Où es-tu, petit lâche? A beuglé papa. Tu trouves ça drôle? Tu penses que tu peux m'humilier dans ma propre maison? Je vais te poursuivre en justice. Je vais t'enterrer. Je vais m'assurer que tu ne vendras plus jamais un cure-dent dans cet état. J'ai pris une gorgée de mon bourbon. Le liquide était chaud, réconfortant. Tu n'écoutes pas, Richard, ai-je dit. J'avais cessé de l'appeler papa. Ce titre était révoqué. Tu n'as pas l'argent pour poursuivre qui que ce soit. Tu n'as pas la réputation pour engager un avocat. Et surtout, tu n'es plus propriétaire de cette maison. C'est ma maison. A-t-il crié, la salive volant de ses lèvres. C'est moi qui l'ai construite. J'ai payé chaque brique. En fait, c'est la banque qui l'a payée, ai-je dit, froid et rapide. Et tu as arrêté de payer la banque il y a 6 mois pour financer tes comptes offshore. Tu as fait défaut, Richard. Et selon les termes du prêt, que je détiens maintenant, j'ai le droit d'accélérer la dette en cas de preuve de fraude. Cette vidéo, c'était la preuve. On peut arranger ça, une voix féminine a sangloté. C'était Victoria. Elle s'était traînée jusqu'au téléphone, son mascara coulant en rivière noire sur son visage. Zach, s'il te plaît. Je suis ta sœur. Pense à ce que ça va faire à ma carrière. Je serai radié du barreau. J'irai en prison. Tu aurais dû y penser avant de rédiger le contrat pour me piéger, Victoria, ai-je dit. J'ai lu le projet, d'ailleurs. Clause 14.b, l'employé assume l'entière responsabilité personnelle pour toutes les dettes préexistantes de la société holding. C'était ton écriture dans les marges, n'est-ce pas? Tu allais m'envoyer en prison pour sauver ton bonus. Je ne faisais que suivre les ordres, a-t-elle gémi. Papa m'a dit de le faire. Julien m'a dit de le faire. Et maintenant tu en subis les conséquences, ai-je dit. C'est comme ça que la loi fonctionne, n'est-ce pas, maître? Zacharie, la voix de ma mère s'est fait entendre. Elle semblait faible, fantomatique. Elle s'était relevée et se penchait sur le téléphone. Zacharie, mon bébé, écoute maman. Nous avons fait une erreur. D'accord, nous avons fait une erreur. Nous étions stressés, mais nous sommes une famille. Le sang est plus épais que l'eau. Arrête, les jeux coupés. Ma voix était comme un coup de fouet. N'utilise pas ce mot. Tu as transformé ma chambre en salle de sport, mère. Tu as jeté les dessins de mon grand-père. Tu m'as regardé dans les yeux il y a 3 jours et tu m'as dit que j'étais du bazar. Tu n'as pas le droit de jouer la carte de la mère maintenant juste parce que la carte de crédit a été refusée.
Je peux me racheter, a-t-elle plaidé, sa voix se transformant en cette plainte manipulatrice que je connaissais si bien. Nous pouvons redécorer. Nous pouvons te donner une part de l'entreprise. Une vraie part, 50%. Richard, dis-lui. Donne-lui 50%. Je ne veux pas de votre entreprise, ai-je dit. Votre entreprise est un cadavre. Elle pourrit de l'intérieur. J'ai ma propre entreprise, Sterling & Company. Vous en avez peut-être entendu parler. Nous fournissons les meubles pour les hôtels que vous prétendez construire. Silence. Un silence absolu et stupéfait. C'est toi, a murmuré Julien. C'est moi, ai-je dit. Ce charpentier, le raté, le type qui jouait dans la boue. Je capitalise vos projets depuis 3 ans, Julien. Et je vous regarde voler dans le budget depuis 3 ans. Combien, a demandé papa. Sa voix était plus basse maintenant. Dangereuse. Combien pour que ça s'arrête? Dis ton prix, Zacharie. Tout le monde a un prix. 10 millions. 20, j'ai de l'argent que le fisc ne connaît pas. Du liquide. Des diamants. Je peux te les faire parvenir ce soir. J'ai fermé les yeux une seconde. Même maintenant, à la fin du monde, il pensait qu'il pouvait m'acheter. Il pensait que la seule langue que je parlais était la cupidité. C'est ça le problème, Richard, ai-je dit doucement. Tu penses que c'est une négociation. Ce n'en est pas une. C'est une exécution. Tu ne peux pas faire ça, a-t-il encore rugi, la panique s'installant enfin. C'est déjà fait, ai-je dit. L'avis de saisie est effectif à partir de minuit. Ça vous donne. J'ai vérifié ma montre. 23h45 pour quitter les lieux. Les US Marshals seront là demain après-midi pour changer les serrures. Tout ce qui restera à l'intérieur deviendra la propriété de la banque, c'est-à-dire moi. Je ne pars pas. A crié papa. J'incendierai cette maison avant de te la laisser prendre. Si tu allumes une allumette, ai-je dit, tu ajoutes un incendie criminel à la liste des accusations fédérales. Et honnêtement, l'indemnité d'assurance serait plus pratique pour moi que de vendre la maison. Alors, vas-y, rends-moi service. Il s'est étouffé. Il s'est littéralement étouffé de sa propre rage. Zach, s'il te plaît. Julien pleurait maintenant. Des sanglots laids et convulsifs. Je n'ai nulle part où aller. Mon appartement est au nom de l'entreprise. Ma voiture, tout. Tu as une salle de sport, ai-je dit. Dans les. J'ai entendu dire qu'elle a une excellente lumière. Tu pourras peut-être y dormir ce soir. Monstre, a sifflé maman. Monstre ingrat et méchant. J'ai appris des meilleurs, Eleanor, ai-je dit. J'ai regardé l'écran une dernière fois. Ils avaient l'air petits. Ils avaient l'air pathétiques. Les géants terrifiants de mon enfance n'étaient que des gens effrayés et avides dans des vêtements chers qui ne leur allaient plus. J'ai une dernière chose à dire, ai-je dit. Et je veux que vous écoutiez attentivement parce que je change de numéro après cet appel. La pièce dans la villa était si silencieuse que je pouvais entendre le vent dehors. Pendant 32 ans, j'ai essayé d'être le fils que vous vouliez. J'ai essayé d'être assez bien. Mais ce soir, j'ai réalisé quelque chose. Je n'ai jamais été le problème. C'était vous. Je me suis approché du micro. Au moment où vous avez ouvert cette boîte, la famille Sterling est morte. Pas blessée, pas endormie, morte, enterrée. Vous êtes des étrangers pour moi maintenant, et les étrangers n'ont pas de seconde chance. Zacharie, n'ose pas, a commencé papa. Au revoir, ai-je dit. J'ai appuyé sur le bouton rouge. Clic, la connexion a été coupée. L'audio de la salle de bal s'est arrêté, ne laissant que le flux visuel. À l'écran, j'ai regardé mon père fixer le téléphone dans sa main. Il l'a regardé une longue seconde, son visage se tordant en un masque de haine pure et sans mélange. Puis, avec un cri primal que je ne pouvais pas entendre mais que je pouvais voir dans les tendons de son cou, il a jeté le téléphone à travers la pièce. Il s'est écrasé contre le miroir antique au-dessus de la cheminée. Le miroir que ma mère aimait plus qu'elle ne m'aimait. Smash! Le verre a plu sur les tables de buffet vides. Ma mère a mis son visage dans ses mains et a gémi. Julien s'est recroquevillé en boule sur le sol. Victoria était assise, fixant le mur, catatonique. J'ai tendu la main et j'ai fermé l'ordinateur portable.
L'écran est devenu noir. L'image de ma famille brisée a disparu. Je suis resté assis dans le silence de la villa de Sedona. Mes mains tremblaient, non pas de peur, mais de la chute d'adrénaline. C'était fait. L'option nucléaire. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. J'étais désormais orphelin, par choix. Zach, a murmuré Marcus. Je me suis levé. Mes jambes étaient chancelantes mais plus légères. Infiniment plus légères. Je suis passé devant eux, ouvrant la porte vitrée du balcon. L'air de la nuit s'est engouffré, froid et sentant le genévrier et le pin. Il sentait le propre. Il ne sentait pas l'argent, ni la prétention, ni le parfum coûteux couvrant l'odeur de la pourriture. J'ai marché jusqu'au bord de la balustrade. En bas, la vallée s'étendait, sombre et paisible. J'ai fouillé dans ma poche et j'ai sorti mon téléphone portable personnel, celui qu'il faisait exploser depuis des jours. Je l'ai éteint. Puis j'ai retiré la carte SIM. J'ai regardé la minuscule puce. Elle contenait tous les contacts, tous les messages, tous les souvenirs d'eux. Je l'ai jetée dans l'obscurité. Elle a disparu dans le canyon sans un bruit. Bonne année, ai-je murmuré au vent. À l'intérieur, j'ai entendu un bouchon sauter. Sarah avait ouvert le champagne. Zach, a crié Marcus. À la liberté, a applaudi Elena. Je me suis retourné vers mes amis, ma vraie famille. J'ai souri. Et pour la première fois de ma vie, je n'avais pas l'impression de faire semblant. Au futur, ai-je dit en rentrant pour les rejoindre. Mais je savais que la guerre n'était pas entièrement terminée. Les batailles juridiques seraient brutales. La tempête médiatique serait insensée. Mais j'étais prêt. Je n'étais plus seulement un charpentier. J'étais l'architecte de ma propre vie, et je venais de poser la première brique. Nous sommes restés à Sedona pendant 3 jours. Juste moi, Marcus, Elena et le silence du désert. J'ai éteint mon téléphone et n'ai pas regardé les nouvelles. Je devais me désintoxiquer. Je devais me débarrasser de la sensation de leur désespoir sur ma peau. Mais on ne peut pas se cacher d'un incendie de forêt quand on est celui qui a allumé l'allumette. Quand je suis finalement retourné à Phoenix, le monde avait changé. L'effondrement de l'Empire Sterling ne s'est pas produit d'un seul coup. Ce ne fut pas une seule explosion comme dans les films. Ce fut une lente et douloureuse hémorragie. Une mort par 1000 coupures, et je tenais le scalpel. Ça a commencé avec le fisc. Pendant des jours après la fête, une lettre recommandée est arrivée au domaine Sterling. Je le sais parce que le coursier était un de mes gars. Il m'a dit que les portes étaient ouvertes. L'équipe de sécurité avait démissionné parce que leur chèque avait été refusé. À l'intérieur de cette enveloppe se trouvait un avis de redressement du département du Trésor. Le chiffre était stupéfiant, 21 412 000 $. Cela comprenait les arriérés d'impôts, les intérêts et la pénalité pour fraude, qui est de 75% du montant non déclaré. Mon père, Richard, a essayé de se battre. Il est passé aux informations locales, l'air d'avoir 10 ans de plus que la semaine précédente, affirmant qu'il était victime d'une vendetta. Mais les preuves que j'avais fournies étaient à toute épreuve. Les données médico-légales ne mentaient pas. Les signatures correspondaient. Les adresses IP correspondaient. 2 semaines plus tard, les dominos ont commencé à tomber dans le monde des affaires. Le fonds souverain de Dubaï, les investisseurs qui devaient financer le nouveau gratte-ciel du centre-ville, s'est retiré. Ils ont envoyé un email d'une seule ligne, à la lumière des préoccupations réglementaires récentes et des risques de réputation, nous retirons notre lettre d'intention. C'était un accord de 400 millions de $. Disparu d'un clic de souris. Puis vint l'humiliation de Julian. Mon frère, le directeur financier, le génie de la finance, a essayé d'aller au bureau le lundi après le Nouvel An. Il a découvert que sa carte d'accès ne fonctionnait pas. Le conseil d'administration, des gens qui avaient dîné à sa table, bu son vin et ri à ses blagues, avait convoqué une session d'urgence le dimanche soir. Ils ont voté à l'unanimité pour le démettre de ses fonctions. Je n'étais pas là, mais un ami des RH m'a raconté l'histoire. Julian s'est tenu dans le hall, frappant aux portes vitrées, criant « Vous savez qui je suis ?» La sécurité l'a escorté hors des lieux avec une boîte en carton contenant une agrafeuse et une photo encadrée de lui-même. Sa Tesla a été saisie sur le parking de l'entreprise 1 heure plus tard. Et Victoria, ma sœur le requin, son mari,
un avocat spécialisé dans les fusions d'entreprises nommé David, a demandé le divorce exactement 9 jours après la fête. Il était intelligent. Il a vu le navire couler et a sauté dans le canot de sauvetage. Sa demande invoquait des différends irréconciliables, mais son avocat a joint mon avis de saisie à la requête, affirmant que la moitié des actifs cachés étaient des biens matrimoniaux et exigeant un gel de tout ce qu'elle possédait. Victoria a été suspendue par l'association du barreau en attendant une enquête éthique. Elle est passée du statut d'associée dans un cabinet de premier plan à celui de chômeuse du jour au lendemain. La dernière fois que j'ai entendu parler d'elle, elle vivait dans un condo en location à Mesa, essayant de vendre ses sacs à main de créateurs sur eBay pour payer ses frais de justice. Mais le moment qui les a vraiment brisés, le moment qui a scellé leur destin dans la pierre, s'est produit un mois plus tard. J'ai reçu un appel d'un numéro que je ne reconnaissais pas. C'était une ligne fixe de Paradise Valley. Zachary, une voix craquante comme du parchemin sec. Ses grands-mères, Vivien Sterling. Ma grand-mère paternelle, la matriarche. Elle avait 91 ans, dure comme du cuir et effrayante comme l'enfer. Elle vivait dans un immense ranch qui appartenait à la famille depuis que l'Arizona était un territoire. Elle parlait rarement à qui que ce soit, préférant ses chevaux à ses descendants. Grand-mère, ai-je dit, me redressant sur ma chaise. Je ne m'attendais pas à votre appel. Viens au ranch, a-t-elle dit. Dimanche midi. Ne sois pas en retard et porte une cravate. Elle a raccroché. J'y suis allé en voiture le dimanche. Le ranch était différent du domaine de mes parents. Il n'était pas tapa accent grave-l'œil. C'était du vieil argent, de l'argent discret, de la poussière, du chêne et de l'histoire. Quand je suis entré dans le salon, je me suis figé. Ils étaient tous là. Richard, Eleanor, Julian, Victoria. Ils étaient assis sur les canapés anciens rigides, ressemblant à des prisonniers attendant leur exécution. Mon père avait l'air hagard, ses cheveux, habituellement teints d'un riche brun, montraient des racines blanches. Ma mère tremblait, ses yeux parcourant la pièce. Grand-mère Vivien était assise dans son fauteuil en cuir à haut dossier près de la cheminée. Elle tenait une canne dans une main et un verre de bourbon dans l'autre. « Assieds-toi, Zachary » a-t-elle ordonné, en montrant la seule chaise vide, celle à la tête du cercle, directement en face d'elle. Je me suis assis. Je pouvais sentir la haine émanant de ma famille. Si les regards pouvaient tuer, j'aurais été vaporisé sur le champ. « Tu as causé un sacré bazar » a dit grand-mère, me fixant de ses yeux gris acier. « J'ai dit la vérité » ai-je dit calmement. La vérité est une affaire compliquée. Elle a pris une gorgée de sa boisson. Puis elle s'est tournée vers mon père. Richard, tu es un idiot. Mon père a tressailli. Mère, s'il te plaît. Il a manipulé les données. Silence. Elle a frappé sa canne sur le sol. Le son a résonné comme un coup de feu. Penses-tu que je suis sénile? Penses-tu que je ne lis pas les journaux? Penses-tu que je ne sais pas que tu as essayé de faire porter à ton propre fils, mon petit-fils, tes échecs? Elle a sorti de la poche de son cardigan un document plié. J'ai bâti le nom de cette famille, a-t-elle murmuré, sa voix dangereuse. Mon mari et moi l'avons bâti avec de la sueur et un travail honnête. Nous n'avons pas volé. Nous n'avons pas caché d'argent sur des îles que je ne peux pas prononcer. Et nous n'avons certainement pas mangé nos propres enfants. Elle a jeté le document sur la table basse. C'est mon Nouveau Testament, a-t-elle dit. Ma mère Eleanor s'est penchée en avant, ses yeux avides malgré sa peur. Mère Sterling, vous comprenez sûrement que nous avons besoin de soutien en ce moment. Les frais de justice. Vous n'avez rien, a dit Vivien. La pièce est devenue silencieuse. Pardon, a couiné Julian. Je vous ai tous déshérités, a dit Vivien, prononçant chaque mot avec soin. Richard, Eleanor, Julian, Victoria. Vous êtes coupés. Pas un centime, pas un seul arpent de terre, pas une pièce d'argenterie. Vous ne pouvez pas faire ça, a crié papa en se levant. Je suis votre fils. Tu es un voleur, a-t-elle crié en retour, trouvant une force qui démentait son âge. Tu as essayé de voler Zachary. Tu as essayé de ruiner sa vie pour sauver ta peau. Ce n'est pas ce que font les Sterling. C'est ce que font les rats. Elle s'est tournée vers moi. Son expression s'est adoucie, juste une fraction. Zachary, a-t-elle dit, je n'ai jamais compris ton obsession pour le bois. Je pensais que c'était petit.
Je me suis préparé à une insulte, mais elle a continué, j'ai regardé la vidéo. J'ai vu ce que tu as construit, Sterling & Company. Tu as construit quelque chose de réel. Tu l'as construit sans mon aide, sans l'argent de Richard, et malgré leur sabotage. Elle a pointé un doigt osseux vers moi. Tu es le seul Sterling qui reste dans cette pièce. Elle a fait un geste vers l'avocat qui se tenait dans le coin, que je n'avais même pas remarqué. Le ranch, le trust, les actifs légitimes restants. Tout va à Zachary. Ma mère a poussé un gémissement qui ressemblait à celui d'un animal mourant. Victoria a enfoui son visage dans ses mains. Julian fixait juste le sol, catatonique. Papa m'a regardé. Ses yeux étaient rouges, humides et pleins d'une terreur désespérée et suppliante. Zach, fils, tu ne peux pas la laisser faire ça. Nous serons sans le sou. Ils prennent la maison demain. Nous n'avons nulle part où aller. Je l'ai regardé. Je me suis souvenu de la conversation à travers la porte. C'est un raté. Il est désespéré d'obtenir mon approbation. J'ai regardé grand-mère Vivien. J'accepte, ai-je dit. Bien. Elle a hoché la tête. Maintenant, fais sortir ces intrus de ma propriété. Je me suis levé. J'ai regardé mon père, ma mère, mes frères et sœurs. Vous l'avez entendu, ai-je dit. Partez. Zach. S'il te plaît, a sangloté maman en tendant la main vers moi. Où dormirons-nous? Je ne sais pas, ai-je dit en reculant pour qu'elle ne puisse pas me toucher. Mais j'ai entendu dire que le motel 6 près de l'autoroute a des tarifs raisonnables. Et ils laissent la lumière allumée pour vous. Ils sont partis, brisés, en larmes, vaincus. Je suis resté dîner avec grand-mère. Nous avons mangé du steak et des pommes de terre en silence. Quand je suis parti, elle m'a serré la main. Ne sois pas comme eux, a-t-elle murmuré. Je ne le serai pas, ai-je promis. Le lendemain, les US Marshals ont saisi le domaine de North Scottsdale. Je suis passé en voiture une seule fois. J'ai vu le panneau de saisie planté dans la pelouse parfaitement entretenue. J'ai vu les voisins jeter un coup d'œil à travers leurs rideaux, chuchotant. Je ne me sentais pas heureux. Je ne me sentais pas triste. Je me sentais juste léger. Le poids de 30 ans à essayer de leur plaire avait disparu. L'Empire était tombé. Et des cendres, j'étais prêt à construire quelque chose de nouveau. 6 mois plus tard. New York en automne est quelque chose d'autre. L'air mort un peu, vif et plein d'énergie. J'étais au milieu de mon nouvel atelier à Chelsea. C'était un espace immense, 300 mètres carrés de briques apparentes, de fenêtres allant du sol au plafond, et une odeur de café cher et de sueur. L'enseigne sur la porte ne disait plus Sterling & Company. C'était juste ZS Studio. J'avais laissé tomber Sterling. Je n'avais pas besoin du nom. Mon travail parlait de lui-même. Après la débâcle, ma carrière n'a pas seulement grandi. Elle a explosé. Le scandale, ironiquement, m'a rendu célèbre. Vanity Fair m'a consacré un profil intitulé « Le roi charpentier, comment Zachary Sterling a construit son propre trône ». Les gens ont adoré l'histoire, l'outsider, l'artisan qui a abattu les géants de l'entreprise. Mais la célébrité n'était que du bruit. Le travail était ce qui comptait. Je m'étais développé. J'avais maintenant une équipe de 20 artisans travaillant sous mes ordres. Nous ne faisions plus seulement des hôtels. Nous faisions des installations sur mesure pour des musées, des galeries privées, et oui, même quelques milliardaires qui voulaient un morceau du travail du charpentier rebelle. Mais aujourd'hui, l'atelier était vide. Il était tard, après minuit. Mon équipe était rentrée chez elle. J'étais devant le four. Oui, un four. J'avais commencé à expérimenter le mélange de bois carbonisé et d'éléments en céramique. Un clin d'œil à la poterie que j'aimais tant quand j'étais enfant. La boue que mon père moquait. Je tenais une enveloppe dans ma main. Elle était arrivée ce matin. L'écriture était familière, bien que plus tremblante que dans mon souvenir. C'était l'écriture de mon père. L'adresse de retour était un petit complexe d'appartements dans un quartier difficile de Phoenix. Je ne leur avais pas parlé depuis 6 mois. Je savais par oui dire que papa avait évité la prison en acceptant un accord de plaidoyer qui le laissait avec une probation et 0 actif. Maman travaillait comme réceptionniste dans un cabinet dentaire, un travail qu'elle considérait indigne d'elle, mais nécessaire pour faire les courses.
Julien gérait un kiosque de location de voitures à l'aéroport. Victoria avait déménagé dans un autre état, changé de nom et essayait de disparaître. J'ai regardé l'enveloppe. Monsieur Zachary Sterling. Je pouvais sentir son poids. Étaient-ce des excuses? Une demande d'argent? Une dernière malédiction? Pendant un moment, j'ai été tenté de l'ouvrir. J'ai été tenté de voir si, après tout, il me respectait enfin. J'ai été tenté de chercher cette approbation une dernière fois. Mais ensuite, j'ai regardé le four. Le feu rugissait à l'intérieur, orange et chaud, transformant l'argile molle en pierre. Je me suis souvenu de la cave à cigares que j'ai jetée à la poubelle. Je me suis souvenu de la salle de sport dans ma chambre. Je me suis souvenu de la phrase « c'est un raté ». J'ai réalisé quelque chose de profond dans cet atelier silencieux. L'homme qui avait besoin de lire cette lettre n'existait plus. Il est mort cette nuit-là dans le couloir. L'homme qui se tenait ici à New York avec une entreprise qu'il a construite et une vie qu'il a choisie, cet homme n'avait pas besoin de savoir ce que Richard Sterling avait à dire. Si la lettre était des excuses, c'était 20 ans trop tard. Si c'était une menace, elle était sans effet. Si c'était une supplique, c'était pathétique. Je me suis approché du four. J'ai ouvert la lourde porte en acier, juste une fente. La chaleur m'a frappé au visage, féroce et purifiante. Retour à l'expéditeur, ai-je murmuré. Je ne l'ai pas renvoyé par la poste. J'ai jeté l'enveloppe non ouverte dans le feu. Je l'ai regardé se recroqueviller. Le papier est devenu noir. L'encre a disparu. Et puis, dans une explosion de flammes jaunes, elle a disparu. J'ai fermé la porte. J'ai senti un sourire se dessiner sur mon visage. Un vrai sourire. Pas un sourire pour une caméra. Pas un sourire pour un client. Un sourire pour moi. Je me suis dirigé vers mon établi. Il y avait une nouvelle pièce sur laquelle je travaillais. Un berceau. Pas pour un client. Pour moi. Marcus m'avait appelé la semaine dernière. Lui et sa femme attendaient leur premier bébé. Il m'a demandé si je pouvais faire quelque chose. J'ai passé la main sur le chêne blanc lisse. Je sculptais un petit détail dans la tête de lit. Pas un lion, pas une clé, pas un blason de pouvoir. Je sculptais une simple boussole. Parce que c'est ce que je voulais pour la prochaine génération. Pas une carte dessinée par quelqu'un d'autre. Pas un chemin qui leur est imposé, mais une boussole pour qu'ils puissent trouver leur propre chemin. J'ai pris mon ciseau et j'ai commencé à travailler. Le son de l'acier sur le bois a rempli la pièce. Gratte, gratte, gratte. C'était le plus beau son du monde. J'ai posé le ciseau et j'ai levé les yeux. Vous savez, beaucoup de gens me demandent si je le regrette. Ils me demandent si les dîners de famille, les vacances, la sécurité d'être un Sterling me manquent. Et je leur dis la vérité. On ne peut pas guérir dans le même environnement qui vous a rendu malade. Il y a des gens qui regardent cette vidéo en ce moment et qui s'accrochent à des relations toxiques parce qu'ils partagent un nom de famille. Il y a des gens qui regardent cette vidéo et qui laissent leurs parents, leurs frères et sœurs ou leurs partenaires les traiter comme du bazar parce qu'ils ont peur d'être seuls. J'avais peur aussi. J'étais terrifié. Mais voici le secret. Vous n'avez pas besoin de leur table quand vous avez appris à construire la vôtre. Vous n'avez pas besoin de leur approbation quand votre travail parle plus fort que leur argent ne l'a jamais fait. Et vous n'avez certainement pas besoin de leur amour quand il vient avec une étiquette de prix sur votre âme. Regardez-moi. J'ai perdu une famille. Oui. Mais je me suis trouvé. Et c'est un échange que je referai 1000 fois. C'est la fin de mon histoire avec les Sterling, mais ce n'est que le début de la mienne. Si vous avez déjà dû brûler un pont pour vous sauver du feu, faites-moi une faveur. Appuyez sur le bouton j'aime. Montrons au monde que nous ne sommes pas définis par nos liens de parenté, mais par ce que nous construisons. Je m'appelle Zachary. Je suis un charpentier, et je suis enfin, vraiment, libre. Merci de m'avoir écouté. Maintenant, allez construire quelque chose de beau.